il s'est passé un sommet de l'Organisation des Nations Unies à Durban, en Afrique du Sud, au terme duquel la déclaration finale pose que la traite négrière et l'esclavage constituent un crime contre l'humanité. En acceptant d'accueillir l'édition 2011 de cet événement en son siège, l'UNESCO a voulu l'associer à un agenda international particulièrement riche cette année. Le 2011, d'ailleurs, marque le 10e anniversaire aussi de la déclaration de Durban. Le niveau de cette perspective panafricaniste a radicalement baissé. C'est l'un de nos grands problèmes. En décembre 1997, l'Assemblée générale de l'ONU, tout ça, ça n'a pas été simple, hein, il y a des combats derrière, a voté la tenue d'une 3e conférence mondiale contre le racisme. L'Occident ne voulait pas, évidemment. Hein. Il disait l'apartheid est fini, pourquoi vous ramenez ça encore sur la table? Mais voilà, le vote l'a emporté et cette conférence va se tenir en Afrique du Sud, où a sévi l'apartheid que l'ONU avait juridiquement qualifié de crime contre l'humanité. Donc, une conférence mondiale pour entrer en fait dans le nouveau millénaire avec une vision partagée et un plan d'action qui soit clair. Ce sont les mêmes personnes qui nous ont poussés à nous battre entre nous pendant l'apartheid. La violence des Noirs contre les Noirs, ils l'ont financée. Les provinces même où les Noirs s'entretuaient pendant l'apartheid, sous le parrainage du gouvernement de l'apartheid, sont les mêmes provinces où les Noirs frappent d'autres Noirs aujourd'hui. Le scénario est le même. Vous devez donc arrêter cela avant que cela ne se retourne contre vous. Je dis aujourd'hui à ce Guinéen qui marche dans les rues de Johannesburg le slogan « Rentrez chez vous ». Ils ne comprennent pas. Et la raison pour laquelle ils ne le comprennent pas, c'est parce qu'au cours de la lutte contre l'apartheid, le continent en est venu à s'approprier l'Afrique du Sud. Si vous vous souvenez bien, cette lutte sud-africaine n'était pas seulement une lutte sud-africaine, c'était leur lutte. L'apartheid en Afrique du Sud, qui prend fin avec les premières élections libres en 1994, était soutenu par tout l'OTAN. Et la France et Israël sont vraiment les États qui ont soutenu l'apartheid, mais jusqu'au bout du bout, quoi. Et ce n'est évidemment pas un hasard si c'est la représentante en France de l'ANC qui a été assassinée. Dulcie September. Le 29 mars 1988. Dulcie avait une connaissance approfondie de toutes les méthodes de guerre employées par l'apartheid. Méthodes conventionnelles, comme on dit, et puis non conventionnelles, biologiques, chimiques, psychiques, etc. Pour les jeunes, je vais donner quelques exemples de ce qui se passait sous l'apartheid. Alors, plan d'empoisonnement progressif par l'eau du robinet, distribué dans certains townships, dans certains quartiers. Exemple surchargé en plomb ou en d'autres métaux, et qui fait que vous vous sentez de plus en plus fatigué, que vous arrivez de moins en moins à réfléchir, et s'il y a des enfants en bas âge, que leur capacité d'apprentissage s'amenuise. L'apartheid, c'est aussi caractérisé par l'inoculation du sida, notamment aux enfants, dans les maternités, les centres de santé, au motif de vaccination. Et puis sur un plan aussi de systématisation finalement de l'inoculation du sida aux enseignants noirs. Et puis, bon, on a mis au jour l'introduction dans les boissons, dans les cigarettes, dans certains aliments, soit de pathogènes, type anthrax, soit d'éléments visant à réduire la fécondité, y compris des produits abortifs, des produits qui empêche le fœtus quand une femme est fécondée, le fœtus de nidifier, de rester dans l'utérus. Ce qui fait que la maman expulse en fait en continu sans même s'en apercevoir. Et donc a l'impression qu'elle n'est jamais enceinte.
Et puis, on a eu aussi l'empoisonnement de responsables politiques et d'entrepreneurs, notamment en toute discrétion lors de voyages. Il nous revient en mémoire, par exemple, le cas de Frank Chicane. C'était quelques mois après l'assassinat de Dulcie à Paris. Eh bien, la valise de Chicane avait dû être enregistrée en Afrique du Sud. Il l'a récupérée à l'arrivée, si je me souviens bien, aux États-Unis. Il n'a rien remarqué. Sauf que ses vêtements avaient été imbibés d'un poison. Et qu'en les portant, progressivement, il va tomber malade. Et on ne comprenait pas la cause, on n'arrivait pas à identifier la cause. Et bon, lui aura une chance exceptionnelle, il va être sauvé in extremis. Mais enfin, beaucoup de gens ont été tués comme ça. Et d'ailleurs, lui, c'est son cas, et la mise à jour de son cas qui aura permis à beaucoup d'entre nous de découvrir cette pratique. Donc, c'était juste quelques exemples pour montrer la diversité que peut prendre la guerre. Et à la fin, comprenant que l'apartheid n'en avait plus pour longtemps, il y a des gens comme Dulcie, comme Chicane, qu'on tenait à éliminer avant le basculement, en fait, pour qu'ils ne puissent pas intégrer le nouveau pouvoir. Ils ont peur des Blancs. Regardez-les. Quand ils parlent à une personne blanche, ils sont très respectueux. Ils se comportent bien. Quand ils parlent à une personne noire, ils sont violents. Quand est-ce que cette marche ira à Cape Town? Quand? Parce qu'il y a énormément d'immigrés clandestins, des immigrés blancs à Cape Town. Voyons-les aller à Le Cap pour demander aux Blancs de produire leurs pièces d'identité. De la même manière, ici, dans le nord-ouest, beaucoup de Blancs prétendent posséder des terres. Si vous leur demandez de produire un titre de propriété, ils n'en ont pas. Ils se sont partagés les terres au début des années 90 lorsqu'ils ont vu la démocratie arriver. Lorsque l'Afrique du Sud a été libérée en 1994, l'une des choses que nous avions décidé à l'époque était que l'Afrique du Sud devait accorder une attention toute particulière à la question du développement africain. Lorsque l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, a été créée en mai 1963, elle parlait de la libération totale de l'Afrique et du développement africain. Elle s'est occupée de la libération totale de l'Afrique. Elle ne pouvait pas l'éviter. La libération de l'Afrique du Sud signifiait qu'au moins cet objectif était atteint. L'étape suivante consistait donc à s'attaquer à ce volet du développement en particulier. Il y avait une compréhension générale sur le continent africain selon laquelle l'Afrique du Sud, quelle que soit son histoire, avait un niveau de développement supérieur à celui de nombreux autres pays africains. Il y avait donc une contribution spéciale attendue de cette Afrique du Sud libérée. Il était tout à fait naturel pour nous de dire que nous devions nous atteler à cette question du développement sur le continent. En tant qu'Afrique du Sud, nous avions une obligation envers nous-mêmes et envers le reste du continent de nous occuper de ce sujet. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui que ce sens d'un développement africain intégré s'est affaibli en Afrique du Sud. Je ne pense pas qu'il y ait au sein de la population le même sens de l'impératif pour ce pays de jouer ce rôle dans le développement de l'Afrique qu'il y a 25 ans. C'est un problème sérieux. Je continue de raconter des histoires de ce qui s'est passé autrefois concernant nos relations en tant que mouvement de libération avec le reste du continent. Je vous parle d'un type particulier de relation que nous avions avec le reste du continent. En Guinée-Conakry, à l'époque de Sékou Touré, ils enseignaient la lutte de libération sud-africaine de l'école jusqu'à l'université. Ce que j'essaie de vous transmettre à travers cela, c'est l'histoire d'une relation bien spécifique que nous avions avec le continent africain.
pour que vous puissiez imaginer ce que se dit le citoyen guinéen de Conakry. Je dis aujourd'hui à ce Guinéen qui marche dans les rues de Johannesburg le slogan « Rentrez chez vous ». Ils ne le comprennent pas. Et la raison pour laquelle ils ne le comprennent pas, c'est parce qu'au cours de la lutte contre l'apartheid, le continent en est venu à s'approprier l'Afrique du Sud. Si vous vous souvenez bien, cette lutte sud-africaine n'était pas seulement une lutte sud-africaine, c'était leur lutte. Je vais donc faire une prédiction. Les Africains continueront à venir en Afrique du Sud. Peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas changer les cœurs et les esprits de ces Africains. C'est un état d'esprit particulier à l'égard de cette Afrique du Sud qu'ils ont aidé à libérer. Il n'y a aucun Zimbabwéen qui possède les usines, les grands emplois ou les banques. Ces futilités vous distraient pour que vous vous focalisez les uns sur les autres pendant qu'ils volent nos minerais, pendant qu'ils volent nos terres. C'est le moment d'être plus éveillé que jamais. Ils vous distraient. Ils vous disent, les étrangers vous ont pris vos emplois. Attaquez-vous à eux. Vous y allez. Et pendant ce temps, ils raflent tout. C'est ce qu'ils ont fait pendant l'apartheid. Alors que nous étions censés obtenir notre liberté, ils ont déclenché une guerre entre l'ANC et l'IF. Au lieu de nous concentrer sur la lutte pour la liberté, nous sommes laissés distraire et nous nous sommes entretués. Ce que nous devons faire en tant que Sud-Africains, c'est nous demander comment gérer cela. Vous n'allez pas résoudre le problème du chômage ici en criant contre les Africains sans papier et en laissant tranquilles les coupables. Les coupables sont ici. Je pourrais même vous donner leur nom. C'est la continuité d'un régime. Ils ont envoyé des armes au KwaZulu-Natal. Ce sont les soldats de l'apartheid qui ont acheté d'immenses quantités de munitions pour les acheminer au KwaZulu-Natal. Aujourd'hui encore, il y a énormément d'armes illégales au KwaZulu-Natal et ces armes ont été livrées par le gouvernement de l'apartheid pour armer les Noirs afin qu'ils se battent entre eux. Aujourd'hui, ils ne vous donnent plus de fusils. Ils vous mettent de mauvaises idées en tête pour que vous vous détestiez, pour que vous focalisez les uns sur les autres pendant qu'ils continuent de profiter des richesses et des minéraux de notre monde. Nous connaissons l'histoire en détail. Comment l'Afrique du Sud, de 1994 à 2008-2009, a vu sa courbe grimper ainsi, avec des taux de croissance atteignant 6%. Puis, à partir de 2009, elle est repartie dans la direction opposée. Cela n'a pas été causé par les immigrés sans papier. Les personnes à l'origine de ce déclin rient dans leur rôle, parce que nous ne les pointons pas du doigt, mais nous regardons ailleurs. C'est une erreur. Le niveau de cette perspective panafricaniste a radicalement baissé. C'est l'un de nos grands problèmes. Je dis que vous assistez à ce phénomène de régression par rapport à ce qu'il y avait il y a 25 ans. Un combat de libération, c'est un combat de libération. C'est-à-dire que le combat est toujours en cours, que nous ne sommes pas encore arrivés à mettre à bas l'idéologie de l'oppression. On l'a mis en partie à bas. Il y a une régression selon moi. Une régression sur toute cette question de l'intégration africaine et de la place de l'Afrique par rapport au reste du monde. En Afrique du Sud, sur le continent et dans le reste du monde. Qu'est-ce que nous faisons? On est tout de même arrivé, dans le cours de ce combat de libération, à mettre le racisme hors la loi. Ce qui est énorme.
C'est-à-dire que dans le demi-siècle, là, il y a eu un basculement. Les positions que vous prenez sur tel ou tel sujet sont fausses. Voici la vérité. Vous êtes occupé à chasser les fantômes et vous laissez passer le diable. Comprenant que l'apartheid n'en avait plus pour longtemps, voilà, il y a des gens comme Dolci, comme Tikanek, on tenait à éliminer avant le basculement, en fait, pour qu'ils ne puissent pas intégrer le nouveau pouvoir.